بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, aujourd'hui, je vous suggère une vidéo concernant le routage dynamique après qu'on a traité le routage statique. Donc, toujours à la demande de mes étudiants en troisième cycle. Donc, on commence par le protocole de routage RIP qui fait partie normalement des protocoles de routage qu'on utilise au niveau du routage dynamique. Eh bien, j'explique dans cette vidéo la partie théorique du routage dynamique et après, normalement, dans une deuxième vidéo, je vais expliquer bien sûr, ou bien on va le traiter, le protocole de routage sur un atelier pratique. Bon. Le routage dynamique, tout simplement, c'est un routage qui permet aux routeurs de mettre à jour leur table de routage d'une manière dynamique, c'est-à-dire tout en installant un programme, ce qu'on appelle le protocole de routage, ou bien en activant le protocole de routage. Les routeurs tout simplement procèdent à un échange d'informations entre eux d'une manière automatique, sans aucune intervention de la part de l'administrateur de réseau. Donc on commence par le protocole de routage RIP qui fait partie normalement des protocoles de routage de type vecteur à distance. Donc lorsqu'on parle des protocoles vecteurs à distance, automatiquement on a besoin d'expliquer deux choses qui sont très importantes, à savoir la distance administrative et la métrique. Donc cette distance administrative et la métrique qui apparaît très clairement normalement sur la table de routage, comme vous le voyez bien sûr dans la diapositive. Voilà, donc par exemple vous avez les trois lignes dernières normalement, vous avez 120/1, donc 120 ça représente la distance administrative, le 1 ça représente la métrique. Et voilà, donc on va expliquer d'abord la distance administrative, qu'est-ce que ça veut dire. Donc tout simplement la distance administrative c'est une valeur fixe donnée par le système d'exploitation iOS pour chacun des protocoles de routage. Donc plus cette valeur elle est faible, plus on aura plus de confiance normalement en ce protocole de routage. Donc comme vous voyez dans ce tableau, les réseaux qui sont directement connectés, ils ont une distance administrative de 0, c'est-à-dire on a plus de confiance normalement à des réseaux qui sont attachés au routeur ou bien rattachés au routeur. Après, il y a le routage statique, il a une distance administrative bien sûr de 1, donc on aura plus de confiance normalement à des routes normalement qu'on configure d'une manière manuelle. Et après, vous avez plusieurs protocoles de routage qui ont normalement des distances administratives différentes. Par exemple, l'OSPF c'est 110, le RIP par exemple sur lequel on va travailler normalement durant cette vidéo, à savoir le 120. Donc tout simplement, il faut savoir que cette distance administrative, on a la possibilité de modifier dans des cas normalement très rares. Et bien sûr, à chaque fois qu'un protocole aura une distance administrative plus faible, plus qu'on aura normalement plus de confiance normalement dans ce protocole de routage. Donc après, il y a ce qu'on appelle la métrique. Donc la métrique tout simplement c'est la distance qui vous sépare normalement de la destination. C'est la distance qui vous sépare bien sûr de la destination. Pour le protocole RIP bien sûr c'est le nombre de sauts normalement que vous effectuez normalement pour atteindre votre destination. Et lorsque j'ai dit ici normalement un saut, eh bien tout simplement c'est le passage d'un routeur ou bien à travers un routeur. Donc si par exemple pour atteindre la destination vous avez besoin normalement de sauter par exemple 3 routeurs, et bien on aura une métrique de 3, c'est-à-dire 3 sauts. Mais tout simplement on a expliqué bien sûr ces deux choses qui sont très importantes normalement au niveau du protocole de routage RIP. Et je vais expliquer plus la distance administrative avec la métrique à travers normalement cette topologie que vous voyez ici. Donc supposons par exemple normalement vous utilisez trois protocoles de routage tels que par exemple l'OSPF qui a une métrique normalement de 110, qui a une distance administrative de 110, le RIP qui a une distance administrative de 120 et l'UGRP qui a une distance administrative de 90. Et comme j'ai dit bien sûr, on fera toujours la confiance normalement à un protocole de routage qui a une distance administrative la plus faible. Donc ici la distance administrative la plus faible c'est le JRP. Donc pour atteindre la destination, vous avez trois routes. Donc soit on suit la route normalement, on a configuré le routage à travers le protocole OSPF, ou bien la deuxième route où il y a le RIP
qui a une distance administrative de 120, ou bien la troisième route sur laquelle on a configuré le routage à travers le protocole UIGRP. Donc puisque l'UIGRP est le protocole ayant la distance administrative la plus faible bien sûr, donc la route qu'on va choisir bien sûr c'est la dernière route. Voilà. Donc voilà. Donc en cas où vous aurez par exemple la même distance administrative pour les trois routes, bien dans ce cas-là, bien sûr, il faut voir bien sûr la métrique. Par exemple, sur la première route, bien sûr, donc on a besoin de passer par 3 routeurs pour arriver à la destination. C'est pourquoi on a une métrique de 3. Donc la deuxième route, par exemple, il y a une métrique de 1 et la troisième route, vous avez une métrique de 2. Donc la route qu'on va choisir, bien sûr, c'est la route, bien sûr, qui se trouve au milieu, bien sûr, où il y a une métrique de 1. Donc ça c'est une simple explication bien sûr de ce qu'on appelle bien sûr la distance administrative et la métrique. Maintenant voyons le fonctionnement du protocole RIP. Donc à travers cette topologie que vous voyez ici normalement, si on utilise par exemple le protocole de routage RIP, donc on aura bien sûr cette table de routage. Donc un routeur RIP tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet à ses voisins toutes les informations qu'il reçoit des autres routeurs ou bien les réseaux qui sont directement connectés à ce routeur. Donc je répète, donc le routeur RIP transmet tous les réseaux normalement dont il a connaissance, que ce soit les réseaux directement connectés, que ce soit les réseaux qu'il a reçus normalement d'autres routeurs. Par exemple, dans notre cas, vous avez ici par exemple le routeur qui se trouve à gauche de votre écran. Donc, qu'est-ce qu'il a fait normalement? Il a transmis la route 192.168.1.0 au routeur qui se trouve bien sûr à droite. Donc, c'est une mise à jour qui s'effectue automatiquement à travers le protocole de routage. Mais il faut savoir normalement, au moment où il envoie bien sûr cette route, bien sûr, il va augmenter ou bien il va incrémenter bien sûr la métrique de cette route avec 1. Donc, pour qu'elle sera normalement sur la table de routage du routeur qui se trouve à droite avec une métrique de 2. La même chose, le routeur qui se trouve normalement à droite de votre écran, donc il va transmettre une route normalement au routeur qui se trouve à gauche, bien sûr, tout en incrémentant bien sûr la métrique avec 1, pour avoir une métrique de 2 au niveau, au niveau du routeur qui se trouve à gauche de votre écran. Donc, ça, tout simplement, le fonctionnement normal du protocole RIP. Donc voyons maintenant un certain cas spécial. Par exemple, si l'un des réseaux bien sûr tombe en panne ou bien devient inaccessible, comme le cas ici par exemple du réseau 192.168.2.0, et bien tout simplement le routeur envoie une route ou bien envoie un paquet de mise à jour bien sûr concernant le réseau inaccessible avec une métrique normalement de 16. C'est-à-dire on a dépassé le 15, sachant que le protocole RIP normalement il ne peut pas dépasser normalement 15 sauts. Donc, lorsque le routeur qui se trouve à gauche, bien sûr, reçoit un paquet de mises à jour, bien sûr, avec une maîtrise de 16, il va comprendre tout simplement que ce réseau, il est devenu inaccessible, bien sûr. Et par la suite, bien sûr, il va retirer normalement ce réseau de sa table de routage, ou bien cette route de sa table de routage. Donc ça, c'est le cas, bien sûr, où un réseau devient inaccessible. Maintenant, si l'un des routeurs, bien sûr, tombe en panne, comme le cas par exemple du routeur qui se trouve à droite. Donc tout simplement le routeur qui se trouve à gauche bien sûr, lorsqu'il ne reçoit aucune annonce bien sûr du routeur voisin pendant 180 secondes, ce qu'on appelle normalement le compteur d'invalidité, eh bien il va considérer normalement que toutes les routes bien sûr ou bien tous les réseaux qui sont rattachés à ce routeur deviennent inaccessibles ou bien invalides. Et après 240 secondes, ce qu'on appelle le compteur flash, eh bien, il va retirer bien sûr cette route de sa table de routage. Il faut savoir normalement que les routes inaccessibles, bien sûr, vont se retirer bien sûr du routeur qui se trouve à droite après 120 secondes. Non, pardon, c'est une erreur. Ça concerne bien sûr les réseaux inaccessibles. Donc les réseaux inaccessibles, le route reste au niveau du routeur bien sûr pendant 120 secondes. Donc voilà.
Donc, on a vu normalement les compteurs, on a vu le compteur d'invalidité, on a vu le compteur flash, on a vu également le compteur de mise à jour. Donc, le compteur de mise à jour, il faut savoir que le routeur envoie leur mise à jour toutes les 30 secondes, même s'il n'y a pas bien sûr de modification au niveau de la table routage. Donc, toujours toutes les 30 secondes, il y a un échange d'informations. Et il y a également un autre compteur sur lequel on n'a pas parlé, bien sûr, c'est le hold down. Donc le routeur démarre un minuteur de maintien de 180 secondes dès qu'il reçoit une mise à jour indiquant qu'un réseau est inaccessible. Donc lorsque le routeur reçoit normalement ou bien sache qu'il y a un routeur, il reçoit par exemple un paquet de mise à jour lui indiquant qu'un réseau il est devenu inaccessible, donc il n'accepte aucune mise à jour de la part des autres voisins bien sûr concernant cette route, en attendant que les autres routeurs bien sûr puissent avoir normalement cette information. Donc voilà. Donc il faut savoir bien sûr que le protocole RIP, il y a deux versions, il y a la version 1 et la version 2. Donc si vous voulez bien sûr la différence entre les deux, ça s'articule autour de 3 points, à savoir le type. Donc il faut savoir que le RIP version 1 c'est un protocole avec classe, c'est-à-dire tout simplement il ne prend pas en charge bien sûr tout ce qui concerne bien sûr les masques sous réseau variables, ce qu'on appelle les VLSM ou bien variable length subnet mask. Et le RIP version 2, donc c'est un protocole bien sûr sans classe, c'est-à-dire qu'il prend en charge bien sûr les masques sous réseau variables. Également, il faut savoir que le RIP version 1, lorsqu'il envoie les mises à jour, il envoie bien sûr en broadcast, c'est-à-dire en diffusion, c'est-à-dire toutes les machines, quelle que soit leur nature bien sûr, reçoivent la mise à jour. Ça c'est un inconvénient bien sûr qui concerne le RIP version 1. Par contre, normalement, le protocole RIP version 2 travaille avec ce qu'on appelle des messages multicast, c'est-à-dire il envoie ces mises à jour, bien sûr, ou bien les mises à jour à un groupe de machines, à savoir les routeurs. Donc, vers l'adresse 224.0.0.9. Également, le protocole RIP version 1, c'est un protocole non sécurisé, c'est-à-dire il n'exige aucune authentification. Par contre, normalement, le RIP version 2, il exige l'authentification, c'est-à-dire que le routeur n'accepte aucune mise à jour qu'après l'authentification de cette mise à jour. Donc, voilà, je crois qu'on a terminé bien sûr la partie théorique. Rendez-vous à la partie pratique dans la deuxième vidéo. Merci pour votre attention.